on va accueillir maintenant le professeur Vincent. Je suis très content de l'accueillir parce qu'il est très fidèle à nos journées. Il nous fait à chaque fois des communications très pointues et très intéressantes. Il va nous parler aujourd'hui de nanotechnologie. Alors, moi, j'y connais rien du tout, mais il va vous présenter ça beaucoup mieux que moi. Merci François. Merci à toi Dominique. C'est toujours un plaisir, effectivement, comme tu le disais, de me retrouver ici dans les journées de cancérologie des amis de Chaigneux. Ça fait 24 ans, moi ça doit faire 12 ans que je l'ai fait, donc je suis à mi-parcours. Également, je voulais bien entendu remercier les organisateurs, je veux dire les organisatrices, qui me sont proches et qui ont effectivement, comme tu l'as dit, et la présidente l'a rappelé, étaient moteurs pour l'organisation de ces journées. Je les trouve toujours particulières, ces journées, parce que c'est assez rare, tu l'as soulevé également Dominique, de se retrouver eh bien, avec des usagers, des patients, des familles, des médecins. Et donc je crois que ces moments-là, ils sont à privilégier, ils sont à garder. Donc félicitations pour cette éthique et cette philosophie que vous avez dégagée dans ces journées. Alors j'ai une autre casquette que la présidente de l'association a soulevée. Je suis également conseiller régional et je représente Alain Rousset, le président de la région, qui aurait dû également se faire remplacer par Françoise Janson, qui est en d'autres termes la déléguée à la santé de la grande région, qui est, je vous rappelle que la grande région c'est la hauteur de l'Autriche, donc c'est quasiment la ministre de la santé de la grande région, qui est à Limoges, alors je dois le dire, mais qui malheureusement est sur d'autres terrains et que j'essaierai de remplacer. Donc à ce titre-là, je voulais vous dire aussi, et c'est vrai que je remettrai ma casquette conseiller régional à côté, que la grande région, en tout cas ALPC, et sera proche, j'insiste, des usagers. Là, on aura des choses à proposer, en particulier aux différentes associations de prise en charge des patients atteints de cancer ou dans d'autres pathologies. Voilà, donc chaque année, j'essaye de faire quelque chose de particulier, qui soit un peu de l'ordinaire. Ça me fait travailler. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des NBIC. Et alors, déjà, c'est une interrogation parce que vous ne savez pas ce que c'est, et de leur place à venir dans la cancérologie et plus largement dans la médecine. On a tous. Alors, ce que je vais vous délivrer là, ce sont des. J'ai presque fait, je vois Madame Pommier, un travail journalistique. Ce n'est pas une pensée qui est singulière, c'est quelque chose qui va se développer dans les années à venir et qu'on aura, heureusement, j'allais dire, besoin d'utiliser. Alors, en 96, j'entendais ce matin à la radio que c'était malheureusement les 20 ans heureusement les 20 ans de la fin de la guerre en Bosnie. Donc la France n'avait pas encore gagné la coupe du monde. On partait en vacances, on faisait des photos avec ce type de matériel. C'était l'argentique. On avait également facilement besoin d'un taxi, et le médecin, il était le médecin tel qu'on le connaît et qu'on le connaît encore. En 2016, les choses sont un peu différentes. On fait plus 24 pauses, on fait 800 photos, voire 1500 si vous avez des cartes de 64 gigas. On peut encore appeler un taxi, mais c'est souvent par d'autres manières qu'on l'appelle. Donc ça, c'est l'ubérisation, hein. Et cette ubérisation, elle est retrouvée également dans le monde médical. On est passé du médecin à quelque chose, des partenaires qui n'existaient pas dans le monde médical, que sont Google par exemple. Et je vous expliquer comment ces grandes structures, ces grands industriels, qui étaient connus pour autre chose, eh bien, ont investi le monde de la santé. Et de la cancérologie en particulier. Alors, on est véritablement avec les NBIC. Alors, je vous définirai ce que c'est les NBIC. C'est l'acronyme de nanotechnologie, de biotechnologie, d'informatique et de sciences cognitives et d'intelligence artificielle. Vont véritablement être le résultat pas d'une évolution, d'une révolution. Il y a quatre acteurs. Ce qui revient de l'ensemble de ces industriels, ça va peut-être nous faire sourire, mais de lutter contre la mort. De trouver le remède de l'immortalité, le Saint Graal que nous cherchons tous. Alors, on peut en sourire, mais vous verrez qu'il faut être attentif, parce que ce ne sont pas des philanthropes, ces gens-là. Donc, ils ont vraiment ça à l'esprit.
Ensuite, cet investissement que font ce type d'industriels, c'est ce qu'on appelle les GAFA, c'est l'acronyme de Google, d'Apple, de Facebook et d'Amazon. Ces 4 structures sont déjà impliquées dans le monde médical et dans la cancérologie. Et donc tout ça est décliné au travers de techniques, de biotechnologie, que je détaillerai dans un instant, que sont les NBIC. Et j'allais dire, malheureusement, nous Européens, alors je ne parle pas de la grande région, mais nous Européens, on est encore très mal desservis, parce que l'ensemble de ces structures sont dans la zone Asie-Pacifique, donc ça va de la Corée du Sud au Japon jusqu'à l'ouest des États-Unis et la Californie et à la Silicon Valley, bien entendu. Alors qu'est-ce que sont les NBIC? Alors, on parlait des photons, des électrons tout à l'heure, mais premièrement, c'est les nanotechnologies. Les nanotechnologies, on a maintenant miniaturisé les choses. Vous avez dû lire dans certains journaux qu'on pouvait maintenant mettre des médicaments sous forme de nanomédicaments. Donc des choses qui sont proches du micron et qui vont investir des cellules tumorales en particulier, où on va délivrer le médicament de manière excessivement précise à l'endroit souhaité. Ça, ce sont les nanotechnologies. On a un champ extraordinaire qui a changé, je vous le dirai pourquoi, sur les biotechnologies, en particulier tout le génotypage. On verra que ça a été véritablement une révolution dans cette technique de génotypage. Et puis, mon collègue radiothérapeute en a parlé tout à l'heure, bien entendu, il fait des scanners en 3 dimensions. Le bouleversement de l'informatique a donné ce qu'on appelle des données, sans jeu de mots, excessivement importantes. On verra dans un instant que pour un génome complet de notre corps, du mien comme du vôtre, il faut 100 gigas. Donc, vous multipliez ça par le nombre de personnes sur la Terre. Il faut voir qu'on règle un tout petit peu, ce qu'on appelle le big data, l'immensité des données informatiques. Et je ne vous parle pas de ce qu'on a tous dans notre poche, c'est-à-dire les smartphones avec l'ensemble des applications et des informations qui vont être délivrées. Tout ça, il va falloir le traiter. Et pour le coup, nous médecins, on n'y songe pas encore à cette révolution-là. Et puis les sciences cognitives, c'est le neurone. Alors les sciences cognitives, je vous en parlerai dans un instant, ça va de l'intelligence artificielle jusqu'à la science cognitive, c'est-à-dire la capacité de retrouver le fonctionnement du cerveau dans l'ordinateur. D'accord ? Alors ça, ce sont des choses qui sont récentes. C'est l'intelligence artificielle. Vous savez, ça a été dans la presse récemment, début du mois de mars. Ça y est, le vice-champion du monde du jeu de Go. Jeu de Go, c'est pas les échecs. Il y a plus de 1000 milliards de combinaisons possibles. C'est quasiment infini. Et bien, l'ordinateur, issu de la recherche le DeepMind de Google, a battu le champion du monde du jeu de Go. Alors, ça paraît un peu anecdotique, mais cette intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer des techniques d'apprentissage, comme dans un cerveau. C'est-à-dire que vous faites une erreur, vous la corrigez. Vous faites une deuxième erreur, vous la corrigez. Et ça, l'ordinateur est capable d'interpréter des erreurs et de les corriger, comme on peut faire lorsque on a, nous, été plus jeunes et dans l'apprentissage d'un enfant. Eh bien, le réseau de neurones artificiels est suffisamment puissant pour battre le cerveau d'un être humain. Donc c'est quelque chose d'assez prodigieux. Et derrière, vous avez bien compris qu'il y a Google. Alors, les 5 dernières années, c'est 2013, la une de The Time, c'est Google, souhaite la fin de la mort, veut la mort de la mort. Donc, encore une fois, on est toujours surpris de trouver une structure, Google, moi comme vous, c'est le moteur de recherche, et qui travaille dans ce domaine-là, en tout cas, qui pose cette question-là. Alors, voilà les 2 photos des 2 cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin. Ils ont 42 ans. Ils ont 43 milliards dans leur compte bancaire. Google vaut plus de 1500 milliards. Mais eux, ils ont sur leur compte bancaire 42 ou 43 milliards. C'est à peu près leur âge. Ils ont tout, sauf qu'ils ne sont pas immortels. Et le premier, Larry Page, il a fait son génotypage. Il sait qu'il va souffrir certainement dans les années à venir de la maladie de Parkinson. Donc il veut trouver, il le dit, le remède contre la maladie de Parkinson. Donc il va mettre tout son argent, il va pas le jouer au casino, il va le mettre là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il fait ?
eh bien, il essaye de prendre... Enfin, il essaye pas. Ils prennent actuellement, Google, les meilleurs ingénieurs au monde qui travaillent dans le domaine de la génétique, les meilleurs industriels ou les startups qui travaillent dans ce domaine-là. Et ils veulent retrouver l'ensemble des gènes de la maladie de Parkinson et après les traiter, les réparer. Ça paraît de la science-fiction, c'est de la réalité. Alors, ils ont trouvé encore une fois, ce que je vous dis là, c'est pas un travail journalistique, mais c'est quelque chose que je ne partage peut-être pas. Ça, on le dira après par les questions. Je veux simplement vous tenir informé de ces modifications. Ray Kurzweil, c'est un drôle de personnage. C'est le monsieur qui veut faire passer l'homme dans la version 2.0. C'est le transhumanisme. Pour lui, l'homme va être réparé. Alors, on dit, ah bon, c'est un fou. Non. On a déjà, nous, on connaît ça. Hein. Le pacemaker, c'est ni plus ni moins que cette affaire-là. Le cœur artificiel, c'est déjà ça. Les prothèses, les greffes. On est déjà dans ce monde que souhaiterait universaliser Ray Kurzweil, qui est l'ingénieur en chef de chez Google. Alors, ils ont monté des structures qui paraissent anecdotiques, mais si vous avez de quoi noter, vous pouvez aller sur Calico. C'est l'acronyme de California Life Corporation. Ça pèse 6 milliards de dollars. Et donc, ils se sont dit qu'ils allaient trouver les gènes de la vieillesse. Qu'est-ce qui fait que les gens vivent centenaires? Une fois qu'ils ont retrouvé ces mécanismes, ils pourront peut-être trouver les gènes de l'immortalité, donc soigner toutes les maladies. C'est leur pari. Hein. Alors, ils ont monté d'autres structures, Super Centenary Research Study. Donc, on voit, ça me fait rire parce qu'ils mettent Jeanne Calment sur la photo, qui mangeait 1 kilo de chocolat par semaine et qui l'a permis de vivre jusqu'à 122 ans. Ah oui, ça m'a fait rire, il fume aussi un cigare. Bon, Churchill donc avait raison. Non, plus sérieusement, si vous avez dans votre famille des centenaires, alors il faut avoir des aïeux de 105 ans, 105, hein, c'est le minimum. Eh bien, gratuitement, vous envoyez l'ensemble de votre, pardon, un échantillon de votre sang, mais de l'ensemble de votre famille. Donc, ce qu'ils veulent, c'est savoir quel est le génotypage de l'ensemble de votre famille. Donc ça existe, hein, vous pouvez le faire en ligne, ça. Bill Gates, vous avez dû entendre parler alors je rentre pas dans le détail parce que c'est assez compliqué, des CRISPR-Cas9, qui sont en fait des véritables ciseaux collages où on peut enlever un bout du gène qui est déficient et rajouter le gène efficient. Le gène qui manque, il est coupé si vous voulez, et on peut ramener le gène rouge, il manque le gène bleu, et donc on peut couper et rajouter. Alors ça se fait dans certaines pathologies, ça se fait ponctuellement. D'ici 10 à 15 ans, ça va révolutionner notre prise en charge. Et des cancers en particulier qui pourront en traiter avec ces techniques. C'est une Française, Madame Maisonneuve, qui travaille en Allemagne, qui probablement aura le prix Nobel dans quelques années. Bill Gates a investi 42 millions, c'est le mois dernier, 42 millions dans une structure pour essayer de démarcher les meilleurs chercheurs au monde qui travaillent dans le domaine. Alors, NBC et cancer, c'est donc l'intelligence artificielle, cette capacité que les ordinateurs vont avoir de gérer quelque chose qui nous échappait. C'est la révolution numérique. Et, je l'ai dit en introduction, le bouleversement, c'est le séquençage qui a diminué de prix. C'est-à-dire qu'en 2003, c'est ça, 2003, quand je faisais ma thèse de science, moi, faire un génotypage humain, ou même d'une souris, mon chef de laboratoire m'a dit « François, t'es fou, hein, ça valait à peu près 25 000 $. Alors, chez un humain, vous verrez dans un instant, j'ai une plaque, c'était plusieurs centaines de millions de dollars. En 2016, me séquencer, ça nous coûte 1 000 $, 1 000 €. Donc, l'idée de toutes ces grandes structures, c'est de faire le génotypage de l'ensemble de la population. Pour trouver, pas 3 gènes, pas 4 gènes, mais 50 000, 60 000 gènes qui peuvent être le moteur, qu'on ne connaît pas, hein, qui peuvent être le moteur et l'explication des pathologies comme le cancer. Il y a des lois, en particulier la loi de Moore, c'est le fondateur d'Intel, Moore, qui dit que tous les 18 mois, la puissance informatique est multipliée par 2. Tous les 18 mois, la puissance informatique est multipliée par 2. Et donc, parallèlement, vous avez le prix du génome. Ça valait 1 milliard en 2001. Et bon, en 2013, on est en dessous de 10 000 €. Et là, on est arrivé en 2016 à 1 000 $.
Donc ça, c'est vraiment une révolution, parce qu'avant, on ne pouvait pas espérer faire le génotypage et retrouver l'ensemble des gènes déficients chez les individus atteints de cancer. J'ai trouvé cette photo intéressante parce que, si vous voulez, c'est un parking avec 2 voitures et entre les 2 voitures, il y a un smartphone. En fait, c'est la puce d'un smartphone. Si on n'avait pas progressé avec la loi de Moore, mon smartphone comme le vôtre qui me tient dans la poche, eh bien, il aurait la grosseur d'une voiture. Donc ça, c'est vous voyez un peu en l'espace de 40 ans le travail et l'avancée qu'on a fait dans ce domaine. Alors, tout ça, ça va générer des milliers, des millions, des milliards d'informations. C'est ce qu'on appelle le big data. Comment on va gérer, tu en parlais tout à l'heure, toutes ces informations issues de la technique d'imagerie, issues du génotypage, comment on va les traiter? Un génome, c'est 100 gigas. Rien que nos mutations, les miennes, comme les vôtres, c'est 1 giga. Mais multiplié par 7 milliards de personnes, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Comment on va les traiter? Eh bien, Google Genomics, il dit pas de problème. Vous nous donnez un bout de un flacon de votre sang, vous l'envoyez, on le garde et on le met sur ce qu'on appelle le nuage. Donc, ils ont des structures qui nous permettront pour 25 $ d'héberger notre génome. Et dès que vous avez une maladie chronique ou de l'asthme ou une maladie rhumatismale, eh bien, on va sortir de la banque votre génome et retrouver le gène éventuellement incriminé. C'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Si vous ne me croyez pas, vous tapez 23andMe, c'est la femme de Larry Page, donc la femme du cofondateur de Google, qui a monté une structure. Alors, c'est pas tout à fait le génotypage, c'est pour rechercher nos ancêtres. Pour 99 $, elle vous envoie un écouvillon, on se gratte l'intérieur de la bouche, vous renvoyez, ils vous font un génotypage, et ils retrouvent, au travers de la similitude, quels sont nos ancêtres partis au Brésil ou en Laponie du Sud, où vous voulez. Plus sérieusement, George Church, pour bien son nom, a créé avec Google une structure qui s'appelle Veritas Genetics. Et là, ça devient excessivement interrogatif. Je pense que certains de mes collègues ne sont pas au courant de ça. Pour 1000 $, alors excusez-moi, je parle d'argent, mais j'ai pas mon porte-monnaie ouvert, mais parce que ça me paraît dérisoire pour seulement 1000 $, au prix des médicaments qu'on a actuellement, c'est peut-être dérisoire. Pour 1000 $, on peut faire votre génome totalement. Donc il suffit que votre médecin soit au courant, qu'il accepte, donc il faut quand même, il y a certaines restrictions, physical order, donc il faut que le médecin soit OK. Vous envoyez votre flacon de sang et votre génotypage est fait, il est archivé. On verra dans un instant que moi, je suis pneumologue, je traite des cancers du poumon. J'ai 5 gènes que je recherche dans le cancer du poumon. Là, je vous parle de 150 gènes, de 350 gènes. Et dans l'ensemble des cancers qui sont étudiés, qui sont sur cette liste. Et vous avez la même chose dans les maladies rhumatismales. L'ensemble du génome est fait pour 1000 $. Je trouve ça, j'allais dire inquiétant. En tout cas, interrogatif, il faut qu'on soit un peu au courant. Alors vous l'avez compris, génome et cancer, et le poids que ces structures... Je parle de Google, mais c'est pas pour leur faire de la pub. Facebook fait exactement la même chose. Amazon fait la même chose. J'étais surpris quand j'ai travaillé sur le sujet de découvrir que Amazon, chez lequel on commande une paire de chaussures, capte 80% des big data des entreprises du CAC 40 français. D'accord ? 80% des structures du CAC 40 français sont dans le nuage de Amazon. Alors ça, ces mutations, le génome, les travaux qui ont été faits dessus, ils vont occuper beaucoup de place. Et donc, que ça soit Intel, IBM, alors Watson, c'est l'ordinateur le plus puissant au monde, capable d'avoir une intelligence artificielle la plus puissante, parce qu'ils sont très faibles, ces ordinateurs. Et il y a IBM qui travaille dessus, il y a Siemens, il y a General Electric. En France, il y a Thales et Dassault qui ont les ordinateurs, même européens, les plus puissants, mais ils ne sont pas très nombreux. Il va falloir qu'on traite toutes ces informations-là. Donc IBM en particulier a eu recours à l'intelligence artificielle. Et ils ont travaillé de manière collaborative avec des structures de cancérologie, des centres anticancéreux américains. Et ils se sont dit, ce qu'on va faire, on va prendre l'ensemble du génome des malades, on va prendre l'ensemble de la cartographie imagerie, scanner, PET scan, toute la biologie standard, tout le pédigré, tout le traitement, et on va matcher ces informations avec pas les 100 patients, mais les 100 000 patients, les 1 million de patients. Et on va essayer de retrouver quels sont les signes qui peuvent être pour l'instant inconnus et prédictifs, soit de récidive, soit d'anomalies qu'il faudra traiter.
Alors IBM travaille là-dessus, Intel travaille. Bon, j'ai pris il y a un centre anticancéreux, Brian Drucker, aux États-Unis, qui travaille dessus. Donc vous avez l'ensemble des collaborations, génome, imagerie, qui sont traitées simultanément. Et la démarche, elle est de trouver le meilleur algorithme. Nous, on travaille, moi en tout cas en pneumocancérologie, je travaille avec 4 algorithmes, enfin 4 flèches. D'accord ? Là, je parle de 6 millions de flèches par patient. Mon cerveau n'est pas capable de le faire. Donc, justement, cancer du poumon, malheureusement, c'est ma spécialité. J'ai 5 thérapeutiques, la chirurgie, la radiothérapie, comme tu en as parlé, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, qui ont transformé effectivement les choses, et l'immunothérapie, qui également va retransformer ou a débuté avec des résultats excessivement intéressants. Malheureusement, on a des indications qui sont faites. C'est très, très, très facile lorsqu'on connaît et les choses sont dans les guidelines, dans les consensus. Mais des fois, ça se complique un peu. Les flèches, est-ce que lorsqu'on se réunit en réunion de concertation pluridisciplinaire, des fois on hésite. Des fois, on est à la limite. Qu'est-ce qu'on fait, A ou B? Voilà. Et c'est vraiment binaire, A ou B. Je ne vous parle pas des 6000 possibilités qui sont devant nous. Alors, traiter l'ensemble des malades, c'est bien, mais bien entendu, on est arrivé dans une médecine personnalisée, les médicaments qu'on dit ciblés, personnalisés, on pourra extraire quelques patients. La recherche clinique en France est très forte, mais ça touche les protocoles de recherche clinique que 5% de la population de malades atteints de cancer. Que 5%. C'est pas suffisant. Il va falloir qu'on s'en sorte de ça, qu'on améliore les choses. Alors, l'idée de ces structures, que ce soit dans les NBIC, que ce soit Google, Apple, Facebook, Amazon, c'est de faire du Facebook, faire du Twitter. C'est-à-dire de vous prendre l'ensemble des données, qu'elles soient en Europe. Les données, c'est votre génome, votre scanner, votre prise de sang, votre pédigré, vos traitements, vos antécédents, toute la liste. Et de le matcher, de le mélanger avec ceux de patients qui sont en Australie, c'est là l'Australie, et les États-Unis sont derrière, les Russes, voilà. Donc faire un réseau collaboratif pour nous donner le meilleur traitement individualisé aux patients et être en capacité après de trouver les thérapeutiques pour justement réparer les anomalies. Donc là, c'est absolument saisissant. Ces grosses structures, Google a fait une venture avec Sanofi pour le diabète, mais également pour le cancer. Ils veulent travailler avec les big pharma pour trouver les remèdes. D'accord ? Donc c'est assez intéressant. Voilà, donc rapidement, il manque l'immunothérapie, mais là c'est si vous voulez les 4 flèches dont nous nous servons lors des réunions où nous décidons des traitements de nos malades selon les mutations. Je ne vais pas rentrer dans le détail que la tumeur développe ou exprime. Eh bien, nous avons certaines thérapeutiques qui sont appliquées. Ça, nous savons le faire. Enfin, mon cerveau sait le faire, comme celui de mes collègues. Ça, j'y arrive. Quand ça se complique un peu, lorsqu'on y met de la biologie moléculaire, lorsqu'on y met un peu de génotypage, qu'on sort des 4 mutations mais qu'on en met 15, lorsque l'on a des techniques qui sont même d'immunologie, un peu sophistiquées, eh bien on va avoir des millions d'informations qu'on va être incapable de traiter. Mon cerveau, comme celui de mes collègues, ne va pas pouvoir le traiter. Et cette question, il faudra vraiment que nous, médecins, on se la pose, et en cancérologie en particulier. Parce que ça va arriver, pas demain matin, mais dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces quantités d'informations ? Et il faudra vraiment les traiter pour trouver le meilleur traitement. Voilà, donc je me suis amusé. La RCP, Dr House, même si c'est Dr House, il sera incapable de traiter, même si c'est lui, 1 million de données d'un patient atteint d'un cancer du poumon en 15 minutes, 15 minutes de consultation, habillage et rhabillage compris. Donc Google, les autres, je dis Google, mais c'est pour citer les fameuses GAFA, ils disent ok, vous n'y arriverez pas, nous on a la solution. On a déjà l'algorithme, on s'en sert tous les jours. L'algorithme, c'est quoi ? C'est alors voilà, Doctissimo ou algorithme. C'est-à-dire que Doctissimo, vous tapez cancer du poumon, vous avez les traitements, les choses standards. Je fais 5 minutes, 2 minutes. C'est fini Doctissimo. D'ailleurs, le fondateur de Doctissimo, je vous en citerai, qui s'appelle le docteur Laurent Alexandre, je vous invite à aller voir son livre et son site.
Ça lui appartenait, il a vendu ça à la Gardère il y a 10 ans parce que c'est fini. Mais non, Laurent Alexandre a monté une boîte de génotypage en Belgique pour justement que les malades européens puissent avoir leur génome complet. Donc, Doctissimo, c'est fini, ça donne aucune information. C'est l'algorithme. Et l'algorithme, comment on le fait? Alors, vous mettez sur Google « je fume, je tousse souvent ». Qu'est-ce que j'ai, docteur? Est-ce qu'il faut faire 15 ans de médecine? Oui, bien entendu. Nous, médecins, on a besoin de vous examiner. Et on aura toujours besoin de la clinique. Mais si vous mettez « je fume, je tousse », alors regardez, on n'a pas tendance à le faire, mais bon, bien entendu, premier qui sort, « allô docteur, cancer du poumon ». C'est bien, Google est intelligent. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous avez eu 15 000 résultats en 0,21 secondes. D'accord? Donc ça, c'est francophone. Mais non, vous tapez la même chose, « lung cancer treatment ». Vous avez 50 millions de résultats en 0,39 secondes. Google, il va être capable de matcher vos données. Si vous en avez 50 millions, ça ne le gêne pas, lui. Il va vous donner la réponse en moins d'une seconde. Vous aurez le traitement adapté à votre génotypage, à votre pédigré, en moins d'une seconde. C'est ce qu'ils veulent faire. Je dis pas c'est ce que je veux faire, hein. Je dis c'est ce que Google veut faire. Alors ça peut faire sourire, ils nous racontent n'importe quoi, méfiance quand même. Donc l'HAS et les ARS, il va falloir qu'ils travaillent, qu'ils comprennent que ce big data-là, ça va vraiment les questionner. En France, à juste titre, hein, j'avais encore une discussion hier avec l'ARS, et c'est très très bien, on parlait d'éthique, comment on va faire pour cribler les données entre la maison de santé des Moutiers et l'hôpital de Limoges? On n'en est plus là, je leur dis. On n'en est plus là. L'algorithme, qui va le faire? Quand vous ouvrez votre ordinateur, essayez d'enlever un machin qui s'appelle Windows dessus. Marchera pas. Les seuls qui auront les algorithmes, ça sera les GAFA, Apple, Facebook et Amazon. Les seuls qui auront les algorithmes. Alors vous pourrez faire ce que vous voudrez. Nous, on a une spécificité, singularité française. Vous ne pourrez pas. L'algorithme, il sera donné par ces boîtes-là. Il sera donné par ces boîtes-là. Personne ne sera capable de faire ce travail-là, seulement eux. Donc voilà, l'autorité de santé, elle servira uniquement à faire des algorithmes. Si vous avez il faut faire des mathématiques algorithmiques, c'est l'avenir. Donc j'ai terminé dans un instant, Dominique. Donc la médecine algorithmique, vous l'avez compris, va investir le cancer en particulier, mais l'ensemble de la médecine. Et je vous parle pas de la robotique chirurgicale. Tu parlais des changements en radiothérapie, mais en chirurgie carcinologique, les robots, dans la prostate, je pense. Pour votre information, 40% des robots, c'est une histoire vraie ce que je vous raconte, 40% des robots, vous savez par qui ils ont été rachetés? Des robots chirurgicaux? Par Google. Boston Chirurgical, racheté par Google. On peut s'interroger. La génétique, alors je ne vous parle même pas des objets médicaux connectés, parce qu'on reste avec notre smartphone, avec notre prise de tension à distance. Google a développé la lentille artificielle qui peut instantanément vous donner votre glycémie et adapter la machine qui s'appelle l'insuline, et donc vous délivrez une dose d'insuline à la seconde près, la bonne dose. Donc tout ça, ça va faire beaucoup d'informations. Toutes les neurotechnologies, avec bien entendu l'intelligence artificielle. Je vous invite donc à lire j'ai cité notre collègue, le docteur Laurent Alexandre, qui a monté Doctissimo, qui maintenant a monté cette boîte en Belgique, La défaite du cancer, un bouquin très intéressant. Voilà, donc pour terminer, les NBIC, ça va véritablement être une rupture médicale. Et alors vous inquiétez pas, mes collègues, je sais pas, peut-être 5% sont au courant de ce qui va arriver, quoi. On n'y pense pas. C'est comme la sidération de l'annonce d'une maladie, on n'y pense pas. On pense que c'est des choses... Je vous dis, l'ordinateur, quand on l'ouvre, il y a un système qui s'appelle Windows ou macOS 10. À un moment, ça va bloquer. Donc on est vraiment, à mon avis, dans une cancérologie différente. Je l'ai appelée 2.0, mais c'est une cancérologie du futur. Avec une destruction créatrice. On détruit quelque chose pour un bien. Je vous rappelle que le but de Larry Page, c'est d'être immortel. Et pour lui, un gamin qui va naître en 2016 va vivre 130 ans. 130 ans. C'est ce qu'ils veulent faire. Après, c'est donc des modifications économiques, politiques, philosophiques, sociétales qu'il faudra qu'on aborde. Et ce genre de réunion ici est l'occasion d'en parler. Et j'ai fini là-dessus. Et je vous remercie de votre attention.